base. Mais éducation, pensée, capacité pour nous capables de dialoguer, pour nous entendre l'autre là, même si l'autre là diamétralement opposé par rapport à nous-mêmes, mais qui côté nous avons joué un petit terrain d'entente entre nous, ça va exister. Nous-mêmes haïtiens, le plus souvent, nous ne sommes toujours pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord avec l'autre, même le nous ne sommes pas d'accord avec. Toujours on ne dit pas d'accord. Mais par contre, c'est la vie à même qui est comme ça. Mais si nous apprenons à dialoguer, côté que vous c'est jaune, nous aimons, moi je m'aime bleu, mais nous avons joué un petit terrain d'entente, c'est quand bien même, là on a bien un pays qui allait bien toujours, au lieu que nous chita uniquement dans un bon ça a raison net, bon ça a raison net ou bien le ghetto net. Ceci est tellement vrai, le fanatisme. Il a aveuglé nous à un tel point que moi c'est ma coûte, vous c'est la valasse. Donc ça veut faire que, comme ma coûte, comme un tel la valasse, nous pas jamais 40 ans. Donc moi invite nous chaque qui là à faire exercice ça à partir de qu'on est à la même. Dans l'année ça éloquence club de plaidoirie pour retourner dans l'eau encore pour nous faire ça en 2017. Nous allons faire formation dans le domaine ça qui est débat, argumentation, logique. Nous pas obligés de bataille parce que moi, vos idées, nous pas d'accord ça, nous pas d'accord et nous obligés de bataille pour ça. Ça ne pas fait aucune personnalité parce que l'éloquence club de plaidoirie, c'est un club qui est apolitique. Mais même si nous jeunes, gardez bien dans l'esprit, nous, aller dans 2, 3, 4, 5 ans plus tard, derrière, n'importe ça qui passe. Juste parce que nous avons servi de leader, qui pas qu'à entendre sur un bout de zongue, ça vient faire nous perdre tout un point. Donc, on nous bat pour nous mettre plus de dialogue dans ça que nous faisons. Et bien, c'est là que nous campons. Je dis nous match là presque fini, mais il y a deux personnes qui peuvent parler, pas vrai? C'est deux capitaines. C'est sous dos chaque capitaine ça que issu ou encore match là, c'est sous dos que nous reposons. Et bien dans ce sens-là, puisque tout débatteur et débatteuse te prend la parole déjà, il y a fait une synthèse entre eux et il y a pris 5 minutes pour ça. Et dans 5 minutes là, nous gagnons M. Fanfario, nous gagnons Léo Judex et nous gagnons Guerrier Marc qui pourra jouer pour nous. Mais juste avant, permettre que moi dis nous que nous avons gagné un concours podium dans le Nord qui a commencé 1er août et il a fini 17 août. Nous avons tout prix qui pas te remettre. Et il faut que moi dis nous que l'équipe qui a gagné, c'est une équipe au cap qui a gagné. Pour remercier premièrement UNESCO qui était quoi dans l'idée que nous devons venir avec lui. Nous avons dit, mais le problème dans le pays, chaque fois qu'il y a un concours de débat, c'est toujours concours de débat pour les élèves, concours de débat pour les universitaires, concours de débat pour les avocats. Mais par exemple, un concours côté tout le monde là-dedans. Nous avons dit, on nous fait un essai. Nous avons fait ça qui est un championnat de libre plaidoirie. Côté quel que soit mon nom ou capable, qu'on finit l'école, qu'on pas fini l'école, qu'on fait doctorat, maîtrise, licence, quel que soit, ou la donne. Effectivement, nous avons un peu critique. Un peu on dit, ah, ça va possible. Comment on fait doctorat, il fait maîtrise, et puis pour petit monde qui pour jambes dans niveau, et puis pour dire pour battre. Mesdames, messieurs, on invite nous à applaudir avec moi Sébastien. On est merci et demandez-nous pour nous applaudir. En parenthèse, il y a un pile l'autre monde encore qui t'a aidé, mais qui n'a pas voulu nous citer. Donc on est déjà, merci. Et merci tout à monde que nous connaissons, que nous oublions. Pas reprocher de nous c'est juste oublier, excusez-nous. Merci en pile. S'il vous plaît, moi demandez-nous. Le fanatisme, pas aucun intellectuel qui est supposé fanatique encore. Ça va nous. Nous sommes capables de papa, nous c'est vrai, c'est lui qui aide nous. Mais ça ne va pas empêcher que nous sommes capables de voir un petit défaut papa qui gagne. Ça va nous empêcher que nous aimions papa, mais nous avons un petit défaut. Alors, est-ce que c'est Christophe qui t'a chargé défaut?
Est-ce que c'est Pétion qui cherche des défauts? Est-ce que tous les deux t'es dit à faire par eux? Est-ce que vous êtes 40 ans? Ça, je ne sais pas. Et je laisse maintenant la place à la fanfare. Merci. Jordanie Pierre-Louis et Marie Myrta Gentil. Alors, le pour match la ville fait ici, dans un premier temps, c'était déjà en 2017, nous devions faire préparation pour match ça. Pour être capable de faire match là en hommage à Wa pour 200 ans, la Moli en 2020. Mais c'est période ça, l'église Lotboa, Milo, Téboulé. Donc, nous devons pas de caler. Il y a un gros problème. Tout le monde a besoin de jouer, il a besoin de plaider, il a besoin d'avocat. Ou qui monde? Pour un Christophe. Problème grave. Monsieur est n'est pas au prince, n'est pas boa. Monsieur d'accord pour que lui a bataille pour pétition, mais. Mais là, je place ça, ça va le faire parce que là, son bagage est indéfendable. Bon, à la fin des fins, choisi, nous ne pouvons pas gagner n'importe qui pour venir défendre, et bien nous choisissons Jordanie Pierre-Louis, qui était fin gagner dans un concours voisin cœur d'Haïti, et au sacré lit, quel est le petit rapport? Président universitaire pour tout Haïti. Qui a représenté Haïti l'année dernière face à la Fédération française de débat et d'éloquence. Donc, gros match à Paris. Et il était pris un prix d'éloquence. Et nous recevons un autre prix encore, c'est tout le club. Et prix c'est prix émérite de la Fédération française de débat et d'éloquence. C'est l'unique club étranger qui prend pris ça et jusqu'à présent pour l'autre club qui gagne. Marie Myrta Gentil et Madame Larger, c'est mon local, c'est Christophe Léphone. Il faut-il parler avec elle, dire mais non, attention. Pétion, tu ne peux pas gagner n'importe qui pour venir défendre, il faut que là. Il soit petit, pas d'accord. Un beau matin levé. Tu sais, je suis totalement d'accord avec toi. Je dis d'accord avec vous qui. Non. Tout document que je lis, tout c'est Christophe qui a montré qui gagne. Bon, moi-même, je veux défendre l'indéfendable. Donc, est-ce que vraiment, la pétition est indéfendable? Est-ce que Assoya, c'est pétition qui a gagné? Est-ce que Assoya, c'est Christophe? Mais comme c'est débat, il y a une langue là-dedans, il y a une éloquence, il y a toutes sortes de causes là-dedans. Nous allons voir qui est-ce qui va gagner. Aujourd'hui, c'est avec un cœur rempli de peine que je regarde quand même, malgré toutes les exactions posées par le président Pétion, il a su trouver des défendeurs. La partie adverse a dit que si c'était sous Christophe, vous n'auriez pas pu hériter de votre père. Eh bien, très cher parti adverse, il faut dire que Christophe t'a encouragé à travailler.
pour gagner bien avec souhait fond, pour pas attendre bien papa. C'est ça qu'elle voulait que. Cette même partie adverse nous a également dit que par rapport à son discours, si Christophe était là, il aurait ordonné de l'exécuter. Mesdames et messieurs, c'est pour cette intention. Qui a vraiment dit que Christophe allait le faire? D'accord. La partie adverse a encore dit, bon, il faut dire que c'est une partie qui a beaucoup parlé, mais pour ne rien dire. La partie adverse a dit que Pétion a 3 statuts. Il faut dire que, très cher partie adverse, encore une fois, Christophe ne cherchait pas la gloire. Christophe ne cherchait pas la lumière. Mais Christophe voulait travailler pour son peuple. Christophe voulait imposer la discipline, la rigueur, le travail, l'éducation pour son peuple. C'est pourquoi aujourd'hui on peut constater que ailleurs Pétion a 3 statuts. On dit souvent que ceux qui ne travaillent pas, on leur donne toujours de la gloire. Apparemment c'est vrai pour Pétion. Mesdames et messieurs, le premier débatteur de la partie adverse a parlé du premier débatteur de mon équipe. Il faut dire que ça, c'est un sophisme à dominer. Cette partie a pris le malin plaisir d'attaquer personnellement mon coéquipier au lieu d'attaquer son argumentation. Blackburn définit le sophisme comme étant un raisonnement faux. Mesdames et messieurs, la partie adverse a comparé la période de Christophe et notre période, la période de Christophe où il fallait instaurer une discipline, et notre période où les droits humains règnent encore aujourd'hui. Et ça, c'est de l'anachronisme idéologique. Je vais vous dire c'est quoi l'anachronisme idéologique. Selon le Centre national de recherche textuelle et lexicale, l'anachronisme idéologique est le fait de juger ou d'interpréter une idée, des événements, une idée, des personnages ou des décisions du passé avec les critères idéologiques du présent. Donc on ne peut pas comparer la période de Christophe et notre période. La partie adverse nous a demandé également à quoi sert la citadelle. Selon Michel Souka, dans son ouvrage Discours et proclamation dans l'histoire d'Haïti, la citadelle La Ferrière est classée comme un patrimoine de l'UNESCO en 1982. Et selon ce même auteur, dans son ouvrage, il nous a parlé de Fasti qui a déclaré au roi Christophe, permettez-moi, chère assistance, de vous donner lecture. Sire, lui dit-il, la plupart des rois ont construit des monuments qui ont fait leur gloire et éternisé leur nom, tels que les pyramides d'Égypte, le fameux labyrinthe de Crète. Mais aucun de ces monuments n'a été construit à l'utilité de leur peuple. Tandis que, écoutez bien, cette citadelle où nous sommes, construite par le génie de votre majesté, est le palladium de notre liberté et de notre indépendance. Les déclarations, les mots d'un général responsable face aux menaces extérieures. Distingués membres du jury, select assistance, ce soir, il faut dire que nous ne sommes pas réunis pour jeter de l'ombre du mépris sur la mémoire de quiconque. Au contraire, nous sommes ici pour réclamer, pour demander, au nom de la vérité et de la justice, que chaque dirigeant réponde des traces qu'il a laissées à travers l'histoire.
révolution est née la nation haïtienne. Forgée dans le sang, le courage et la flamme indomptable de la liberté. Ce jour-là, un peuple d'anciens esclaves, autrefois courbés sous le joug de la servitude, s'est dressé avec la dignité retrouvée de l'humanité. Haïti, première république noire, libre et indépendante du monde, a alors fait trembler les trônes, ébranler les empires et éveiller les consciences endormies pour ensuite graver dans le marbre du temps les mots liberté et dignité humaine. Aux yeux des puissances impérialistes, cette jeune nation sortie des entrailles de la servitude apparaissait comme une brebis galeuse dans le troupeau docile des empires, une plaie vivante dans l'ordre colonial, un symbole dangereux, une étincelle capable d'enflammer les chaînes encore intactes ailleurs. Haïti dérangeait, Haïti effrayait, mais le plus important, Haïti inspirait. Conscient de la fragilité de ce berceau de liberté, Henri Christophe, en sa qualité de premier des citoyens, a senti le poids de l'histoire peser sur ses épaules. Il a compris une chose. Il a compris que gouverner Haïti, ce n'était pas seulement régner, mais gouverner Haïti, c'est protéger un rêve né du sacrifice. Et pour cela, il a pris les mesures nécessaires. Il a pris les mesures qu'imposait sa responsabilité patriotique en vue de rendre fière, prospère la mère de la liberté des Noirs. En ce sens, nous affirmons que Henri Christophe fut le précurseur de l'état de droit en Haïti. Et ceci pour deux raisons principales. Premièrement, en 1811, Christophe a mis en place une constitution propre. Mesdames et messieurs, avant d'avancer plus loin, qu'il me soit permis de définir pour vous les concepts état de droit et constitution. Le professeur Montferrier d'Orval, dans son article État de droit, garant de la stabilité et du progrès, définit l'état de droit comme étant tout état qui fait du droit le fondement et les limites de son action. Et le vocabulaire juridique de Gérard Cornu définit la Constitution comme étant un ensemble de règles suprêmes fondant l'autorité étatique, organisant ses institutions, lui donnant ses pouvoirs et souvent aussi lui imposant des limitations, en particulier en garantissant des libertés aux sujets ou à ses citoyens. La Constitution cette Constitution, à savoir celle de 1811, était le socle, la base sur lequel se reposait le royaume du Nord. C'était le cadre légal et institutionnel encadrant les actes du roi Henri Ier. Ces éléments montrent que Christophe, en plaçant la Constitution et l'ordre institutionnel au cœur de son pouvoir, fut un acteur clé de la construction des bases de l'état de droit dans le pays. Ce geste institutionnel démontre la velléité de Christophe de conduire son peuple vers un état de droit fort, pas une démocratie boiteuse comme celle de Pétion dans l'Ouest. Deuxièmement, Christophe a procédé à une codification légale. En 1812, Christophe a mis en place un recueil de lois très complet, appelé le Code Henri. Mesdames et messieurs, le fait de promulguer un texte constitutionnel, c'était la justification, la preuve que Christophe ne demeure pas là où il y a le désordre. Christophe ne demeure pas là où il y a de la corruption. Christophe ne demeure pas dans l'anarchie. Au contraire, en tant qu'homme vertueux, en tant qu'homme qui respecte les principes, qui croit dans les principes, Christophe n'avait pas profité pour renvoyer le Sénat comme avait fait Pétion dans l'Ouest.
Christophe était un roi, un homme qui demeure dans la légitimité, dans la légalité. Christophe veut toujours la visibilité des règles, ce qui est un pas vers l'état de droit. Car pour lui, tout pouvoir doit être encadré, limité par la loi, contrôlé par d'autres institutions étatiques. Chère assistance, fort de tout cela, sous le règne de Christophe au 19e siècle, retenez bien s'il vous plaît, au 19e siècle, l'état de droit était garanti. Alors que ce concept, à savoir l'état de droit, est un principe qui va être théorisé par le juriste autrichien Hans Kelsen jusqu'au XXe siècle. Ce qui nous permet de dire, mesdames et messieurs, Christophe était un visionnaire en avance de plus de 2 siècles sur sa génération. Selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales, un visionnaire est quelqu'un qui a une perception extraordinaire et exacte du futur. Eh bien, chers Capois et Capoises, soyez fiers. Nous en avons un. Christophe en était un. Et je vais vous dire pourquoi. En tant que dirigeant d'une nation naissante, il a compris que le pays ne peut pas vivre en autarcie et qu'il faut prendre des mesures pour protéger l'exploit de la bataille de Vertières et se préparer pour rivaliser avec les puissances internationales sur le plan commercial, diplomatique, militaire et éducationnel. Pour cela, Christophe a procédé à la création d'une unité d'élite comme gardienne de la souveraineté nationale. Car le pays était sous menace de recolonisation. Donc, la création d'un système de défense militaire redoutable et la construction de forteresses et de fortifications étaient d'une nécessité absolue. Selon un article publié par Nofimedia intitulé « Exploration des constitutions haïtiennes, focus sur le royaume d'Haïti ». Deuxièmement, mesdames et messieurs, Christophe avait compris que la force des armes est insuffisante pour rivaliser avec les puissances internationales. C'est pourquoi le roi Henri Ier a mené une révolution économique et monétaire. Cette dernière, c'est-à-dire la révolution économique et monétaire, lui a permis d'initier des échanges commerciaux avec les États-Unis et les puissances de l'Europe par troc. Mais, assurément, vous vous demandez quelle a été l'innovation. Vous voulez le savoir? Vous voulez le savoir? Alors, je vais vous le dire. Selon un article publié par le National sous le titre Henri-Christophe le bonhomme écartelé, le 2 septembre 1807, Christophe ordonna de frapper la toute première monnaie haïtienne. Cette initiative était visionnaire car elle dotait le pays de son propre système monétaire, marquant ainsi la deuxième indépendance du pays vis-à-vis de la métropole française. Et c'était une indépendance économique. Troisièmement, mesdames et messieurs, Christophe était le restaurateur de la richesse nationale. Selon Rémy Zamor, dans son ouvrage Histoire d'Haïti de 1804 à 1884, Christophe avait un rêve immense. Faire progresser le pays, multiplier les ressources de revenus afin de garantir l'indépendance physique et territoriale de la jeune nation. Pour parvenir à cela, il savait pertinemment qu'il lui faudrait un plan. Eh bien, c'est pour cela qu'il va établir une politique économique axée sur une politique agraire visant à lutter contre l'oisiveté, le vagabondage. Visant à lutter contre l'oisiveté et le vagabondage. Suivez, chers partis adverses. Car pour Christophe, chaque citoyen doit être utile. Tous ces citoyens doivent être utiles dans la production nationale de denrées et de produits de bonne qualité comme le café, le coton,
l'indigo, le cacao, l'igname, le maïs, etc. Ensuite, Christophe a mené une politique commerciale. Cette dernière lui a permis d'avoir des échanges commerciaux avec l'Angleterre, les États-Unis, la Suède et j'en passe. Ainsi, le commerce devient florissant. L'or coule à flot. L'économie est en bonne santé. En gros, la richesse nationale est restaurée. Donc, le roi Christophe savait que si l'on veut conquérir et être compétitif sur le marché international, une économie en bonne santé, une production nationale fructueuse, une armée forte et une diplomatie avec des têtes aussi bien pleines que bien faites sont d'une nécessité absolue. Mesdames et messieurs, fort de toutes les bases posées par Henri Christophe, il est clair que ce grand visionnaire préparait Haïti pour la mondialisation. La mondialisation se définit selon la Commission européenne comme étant le processus par lequel l'interdépendance entre les marchés et la production des différents pays s'accroît sous l'effet des échanges de biens et de services. Et l'interdépendance, mesdames et messieurs, constitue l'épine dorsale, la base de la mondialisation. Et c'est ce qu'avait compris Christophe. Mesdames et messieurs, très probablement, la partie adverse vous dira que Pétion distribuait des terres en lot. Et je vous dis que Pétion faisait cette distribution au cas où les Français reviennent. Ils pensent que les propriétaires se soulèveraient pour défendre leur propriété. Simplement pour ça. Alors que Christophe lui-même, pour se préparer contre toute tentative de recolonisation, il a construit des forts pour créer le sentiment d'appartenance à cette terre. Christophe a offert à son peuple de l'éducation et de l'instruction. Nelson Mandela est à dire que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Eh bien, mesdames et messieurs, Christophe était un grand visionnaire. Avant Nelson Mandela, Henri Christophe a pu comprendre que l'éducation est l'arme la plus puissante pour solidifier et construire une Haïti forte et prospère. Donc, Mandela ne faisait que mettre des mots sur les actes du roi Henri. Ça a été difficile de trouver des sources, des faits qui parlent d'Alexandre Pétion, ce héros de l'indépendance qui a été invisibilisé éditorialement. C'est pour cela que nous, de la partie défendresse, nous venons marquer vos esprits ici, ce soir, par les faits dont l'histoire parle tout bas. Tout d'abord, je voudrais continuer mon argumentation. Merci. Nous, de la partie défendresse, aujourd'hui, ce soir, nous voulons tracer l'exemple. Nous voudrions extirper du marasme idéologique la partie adverse. Je vais réfuter sur quelques points. En parlant du sophisme ad hominem, nous sommes désolés, chers partis adverses. Il me semble que la partie a mal lu la définition. Le sophisme ad hominem consiste à attaquer directement la personne sur ses apparences, sur sa personnalité, sur son intégrité physique. Ma consoeur, en indiquant le premier avocat débatteur de la partie demanderesse, n'a fait qu'attaquer les dires de l'avocat débatteur et non directement attaquer sa personnalité. Ensuite, autre erreur monumentale de la partie adverse, lorsque ma consoeur Samantha Desvorieux avait dit que vous, dans la salle, vous n'auriez pas pu hériter de votre père parce que sous l'héritage, sous le royaume de Christophe, la partie défendresse argumente. Mais avant tout, nous allons faire un survol historique. Dans son ouvrage, Le pays en dehors, de Gérard Barthélemy, nous avions appris que dans la société
existe, un désir aussi fort que le désir de liberté planait sur toute la société. Ce désir n'était autre que le désir d'égalité. Les hommes libres de la nouvelle société recherchaient la reconnaissance de la qualité d'homme. Ils étaient avides d'égalité. Maintenant, voyons voir, suivant cette approche comparative, entre Alexandre Pétion et Henri Christophe, lequel des deux héros a mieux encadré l'égalité en Haïti? Nous, de la partie défendresse, nous disons que Alexandre Pétion est le garant de l'égalité et de la liberté individuelle. Il a garanti l'égalité et la liberté individuelle sur les plans social, politique et religieux. Maintenant, sur le plan politique, voyons voir. Pétion a garanti l'égalité en toute liberté. Dans la Constitution de 1816 d'Alexandre Pétion, cette égalité est garantie en les articles 4 et 8. L'article 4 dit que le gouvernement d'Haïti n'est point héréditaire, il est électif. Et ensuite, en l'article 8, il a dit l'égalité n'admet aucune distinction de naissance, aucune hérédité de pouvoir. Maintenant, voyons voir du côté de Christophe. Henri Christophe, dans sa constitution de 1811, dès le préambule et pour aller plus loin dans l'article 1er, il a dit que le président Henri Christophe est déclaré roi d'Haïti sous le nom Henri Ier. Ce titre, ces prérogatives et immunités seront héréditaires dans sa famille pour les descendants mâles et légitimes en ligne directe par droit d'aînesse à l'exclusion des femmes. Voyons voir maintenant la balance historique. Alexandre Pétion, dans la Constitution de 1816, avait déjà résolu ce problème qu'on connaît encore aujourd'hui avec le système patriarcal, mais qui est en train d'être résolu. Il avait résolu cette question de genre. Il avait favorisé un pouvoir inclusif. Il avait déjà résolu l'accès aux femmes aux pouvoirs les plus importants dans ce pays. Maintenant, avec Henri Christophe, que voyons-nous? Le pouvoir est uniquement passé de père en fils et non de père en fils. C'est impossible. Maintenant, nous disons que sur le plan social, Alexandre Pétion a garanti l'égalité en toute liberté. C'est bien dommage pour la partie adverse animée de d'excès de zèle et de fanatisme aveuglé. Malheureusement, la partie n'a pas pu cerner quelques détails. En l'article 20 de la Constitution de 1816, il est disposé que tous les devoirs de l'homme et du citoyen dérivent de ces deux principes, gravés par la nature dans tous les cœurs. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît. Faites constamment aux autres tout le bien que vous voudriez en recevoir. Déjà, Alexandre Pétion avait résolu le problème de corruption, le problème du vivre ensemble. Mais ils ont oublié que sur le plan social, Henri Christophe, des 8 titres de la Constitution de 1811, qui consacre sa monarchie d'ailleurs, n'a disposé d'aucun article relatif aux droits et devoirs du citoyen. La fable politique du monarque. La fable politique du monarque s'asseyait uniquement sur le dictat de loi pour assurer la pérennité de sa fonction et celle de ses privilèges. Les citoyens portaient peu dans sa monarchie. Maintenant, sur le plan religieux, nous disons que Alexandre Pétion a garanti l'égalité en toute liberté. Selon l'année Kyobon, dans l'ouvrage collectif titré La jeunesse de l'État haïtien, il a dit que Pétion ne soutient pas de manière officielle le vaudou, mais il demeure tolérant pour les pratiques. Contrairement à Christophe, tantôt il persécute les vaudouisants, tantôt il les utilise pour ses affaires cachées. Ça veut dire, ouais, t'es bien une graine en l'autre, qu'aille offert. Le roi, en vénérant le Dieu de ses maîtres, le Dieu des Blancs, a préféré asseoir la religion catholique au détriment du culte de ses ancêtres. Nous avons montré que Alexandre Pétion a garanti l'égalité en toute liberté sur les plans politiques, social
et religieux. Maintenant, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui importe le plus? Gouverner pour ses citoyens et avec ses citoyens ou gouverner pour satisfaire son propre pays? À la partie de mon reste, je réponds. Maintenant, je poursuis. C'était un inlassable refrain de l'autre côté à entendre que Henri Christophe, la partie défendresse, va dire qu'Henri Christophe était un tyran. Oui, maintenant nous l'affirmons. Henri Christophe était un tyran narcissique. Sans prétendre d'être psychologue ou expert du comportement, à la lumière des faits et de la science, par ses actes, nous allons vous le prouver. 5. Manuel psychiatrique et statistique des troubles mentaux. La caractéristique essentielle de la personnalité narcissique est un mode général envahissant de grandiosité, de besoin d'être admiré et de mode d'empathie. De nos jours, nous nous demandons combien de nos dirigeants souffrent de ce trouble pathologique. Je ne vais pas répondre et je ne demande à quiconque d'ailleurs de le faire, mais ce qui est sûr, ils ont hérité ce trouble d'Henri Christophe. D'abord défendu pour dire que Christophe ne recherchait pas la gloire. Maintenant, voyons voir avec les faits historiques. En ce qui a trait à la grandiosité et le besoin d'être admiré, Henri Christophe était bel et bien un tyran narcissique. Selon Michel Hector, dans son article « Une autre voie de construction de l'État-nation, l'expérience christophienne, 1816-1820 », il est dit que les titres de noblesse d'Henri Christophe étaient le symbole de ce qu'on appelle en sociologie de la distance sociale entre la nouvelle aristocrate, sucrerie, cotonnerie, art et acte, qui ne rime aucunement avec la volonté réelle de maintenir la production collective. Donc cette utopie relevée par la partie adverse pour dire que Christophe voulait favoriser l'économie à grande échelle, une économie pour toute la nation, ce n'était pas vrai. C'était uniquement pour grossir les finances de son royaume afin de se montrer différent face à Alexandre Pétion, le leader du Sud. N'oublions pas, mesdames et messieurs, que ce même peuple du Nord avait aussi combattu valablement pour sa liberté. Mais qu'est-ce qu'a fait Christophe? Il les a soumis à un régime féodal de travail forcé, impliquant des châtiments corporels. Qu'avaient fait vos ancêtres? Qu'avait fait le peuple du Nord, ayant aussi valablement combattu pour leur liberté, pour mériter ou encore pour subir les châtiments de monarques malades? Je poursuis. Maintenant, ce qui a trait au manque d'empathie, je corrobore les dires de mes consoeurs de Michel Lamy, Ruth Nadel Placide et Samantha Desvarieux. En ce qui a trait au manque d'empathie, il est dit que le désir du petit peuple du Nord de préserver la liberté et d'acquérir l'égalité était ignoré. Au lieu de mettre son empathie au service du peuple, selon le docteur Ernst Bernardet dans son ouvrage Histoire économique et sociale d'Haïti de 1804 à nos jours, le roi Henri Ier a préféré renforcer un régime féodal tout en distribuant des terres aux grands dignitaires de son royaume. Les terres n'étaient pas pour tout le monde, et bien sûr à ses collaborateurs immédiats. Contrairement à Alexandre Pétion, qu'est-ce qu'il a fait? En tant qu'homme lucide, comme vous l'avez dit, Samantha Desvarieux, il a fait preuve d'empathie. Lorsque la partie adverse a dit la politique de redistribution des terres de Pétion, ce n'était qu'un écran de fumée parce qu'il craignait le retour des Français. Chers partis adverses, nous vous demandons votre base scientifique pour certifier que Pétion craignait le retour des Français. C'est pour cela qu'il avait distribué des terres. Maintenant, voilà ce qui est dit, selon les sources historiques. Toujours avec Wester Emmanuel, dans ses domaines redevient Haïti, il a dit que la politique agraire, multiforme et fille du moment de Pétion doit être jugée selon le contexte de l'époque, en fonction des intérêts politiques et des difficultés qu'il est appelé à confronter tout au cours de son gouvernement dans l'Ouest et dans le Sud. Contrairement à Christophe, malade, sociopathe, il se la coulait tous dans le royaume du Nord. Toujours pour vous démontrer son déficit d'empathie, comme Samantha Desvarieux vous l'avait dit, après l'échec total de son armée au siège de Port-au-Prince,
Henri-Christophe, furieux de cette défaite, rentra à Douillard où il ordonne d'exécuter tous les gens de couleur qu'il accuse de sa défaite à Port-au-Prince. Mesdames et messieurs, c'étaient des innocents, des personnes qui n'avaient rien à voir avec cette défaite à Port-au-Prince. Ces personnes-là avaient été massacrées. Hommes, femmes, enfants, personnes malades, infirmes, tout le monde était massacré. Est-ce là le comportement de Wallis? Mesdames et messieurs, demandez-vous cela. Est-ce que le roi Henri Ier disposait de toutes ses facultés mentales? Je fais appel à votre sens de discernement. Je vous demande, cher public, d'écarter tout fanatisme et d'analyser les faits au regard de la science. Du désir de bien faire, tantôt de Christophe, tantôt de Pétion. L'analyse de ces deux modes de gouvernement différents, de ces deux visions diamétralement opposées, nous a permis, nous de la partie des Fondatrices, de comprendre que les échanges constructifs dans la tolérance des idées divergentes de l'un ou l'autre héros, matérialisés par des actions concrètes, nous auraient légué un meilleur héritage. C'est bien pour cela que nous, de la partie des Fondatrices, invitons ce soir au rendez-vous de l'histoire et aussi du temps, Henri-Christophe et Alexandre Pétion à faire la paix dans le monde parallèle d'où ils nous ont convoqués à nous entre-déchirer par les mots, juste pour avoir raison. C'est pour cela aussi que moi, en tant que fille de la cité d'Henri Ier, ce soir, au rendez-vous de l'histoire et aussi du temps, je fais preuve de grandeur avec mon équipe ici présente pour inviter la partie de Mandresse à unir sa voix à la nôtre pour nous entendre afin de diriger le pays autrement. Monsieur le capitaine qui mène le bateau de la partie de Mandresse, ils ont oublié que sur le plan social, Henri-Christophe, des 8 titres de la Constitution de 1811, qui consacre sa monarchie d'ailleurs, n'a disposé d'aucun article relatif aux droits et devoirs du citoyen. La fable politique du monarque s'asseyait uniquement sur le dictat de loi pour assurer la pérennité de sa fonction et celle de ses privilèges. Les citoyens portaient peu dans sa monarchie. Maintenant, sur le plan religieux, nous disons que Alexandre Pétion a garanti l'égalité en toute liberté. Selon l'année Kyobon, dans l'ouvrage collectif titré La jeunesse de l'État haïtien, il a dit que Pétion ne soutient pas de manière officielle le vaudou, mais il demeure tolérant pour les pratiques. Contrairement à Christophe, tantôt il persécute les vaudouisants, tantôt il les utilise pour ses affaires cachées. Ça veut dire, moi, tu gagnes nos graines en l'autre, qu'aille offert. Au lieu de terminer mon discours par l'adage latin qui dit alia et est, qui signifie que les dés sont jetés, je voudrais de préférence terminer mon discours par un geste symbolique pour réparer les tares de nos héros. Monsieur le capitaine, j'espère bien que vous êtes galant. Je vous prends la main aujourd'hui, capitaine, pour l'unité, la paix et la mémoire. Merci beaucoup, Madame la capitaine. Alors, comme vous l'avez fait, j'invite mon équipe à rejoindre l'équipe de Pétion pour l'unité et la paix. Mesdames et messieurs, c'est assistance.
a été dans l'histoire, la guerre, la division, la bataille de Sibérie, plusieurs Haïtiens ont été assassinés. Aujourd'hui, nous vous invitons, chère assistance, chers nordistes et chers Port-au-Prince, unissons nos voix pour Haïti, pour l'unité et l'unité. Son club de plaidoirie s'autocalisé pour le bonheur des yeux, pour le bonheur des oreilles et surtout le grand bonheur de l'esprit. Ils ont activité intellectuelle assez intéressante. Côté mettez face à face l'héritage du roi Henri-Christophe et l'héritage de Pétion. Et au final, chers amis, comme conclusion, nous voyons que les deux héritages étaient justement aux intérêts du peuple haïtien. Donc, en conclusion, l'hériter à nous-mêmes pour nous capables qu'on ait qui gens n'a exploité héritage Silayo pour la dignité, la souveraineté du peuple haïtien. C'est un plaisir immense, comme d'habitude, pour nous être capables de mener un grand rendez-vous comme ça, pour nous être capables de permettre qui ça qu'a fait la caille. Nous croisons pour l'autre occasion. Island TV.